Invité du 11-13 aujourd'hui, Nathalie Arthaud, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes la porte-parole de Lutte ouvrière. Daï Codouy nous a rejoint aussi pour cet entretien. D'abord, une réaction à ça. Taxer les riches, ça va dans le bon sens ? C'est surtout une grosse blague. Voilà, c'est une très grosse blague. Avant de commencer, moi, je voudrais dire que je regarde ce qui se passe depuis le mois de juin avec beaucoup de distance. Parce que je pense depuis longtemps que ce cirque électoral et toute cette comédie politicienne sont faits pour que rien ne change. Voilà. Et rien ne change, en réalité. Vous préférez la démocratie directe, c'est dans le corpus de Lutte ouvrière. Et là, selon vous, vous avez une illustration que la démocratie représentative, ça ne marche pas? Je pense que rien ne change, parce qu'on a évidemment un gouvernement qui sera dans la continuité de tous les précédents. Mais vous savez, comme il a été dans la continuité du gouvernement Hollande, et comme le gouvernement Hollande a été dans la continuité du gouvernement Sarkozy. Voilà, ça c'est une première chose. Et toujours plus à droite. On glisse. Voilà, toujours plus à droite. Mais parce que fondamentalement, moi, ce que je pense, c'est que le véritable pouvoir, ceux qui décident véritablement de l'organisation économique et sociale et qui déterminent d'ailleurs la vie du monde du travail, c'est d'abord le grand patronat. Voilà, c'est ceux précisément qu'on taxer les plus riches, voilà. Ou taxer les entreprises, pour le coup. Bon, ça va quand même. Mais ils le feront pas. Ils le feront pas. C'est juste que vous y croyez pas. Mais non, tout ça, c'est du baratin pour cacher qu'en réalité, ils vont attaquer les classes populaires, attaquer le monde du travail, qu'ils vont augmenter les jours de carence pour les salariés qui travaillent dans la fonction publique, qu'ils vont reprendre de l'argent dans les hôpitaux, qu'ils vont. Et si ça se fait, est-ce que ça va dans le bon sens? Si ça se fait, ça sera des augmentations sur le papier que, en effet, les plus fortunés et les grandes multinationales récupéreront au centuple parce qu'elles auront des subventions, des aides, parce qu'elles auront le moyen d'ailleurs aussi encore d'y échapper à l'impôt, et puis parce que surtout, ils continueront d'aggraver l'exploitation, d'écraser les salaires, d'intensifier les cadences pour faire plus de profit. C'est comme ça quand même que la société fonctionne. Est-ce qu'aurait changé quelque chose à vos yeux si ça avait été un gouvernement Lucie Castet, si Emmanuel Macron avait accepté que le NFP, ce nouveau Front populaire, soit au pouvoir? Est-ce que pour vous c'est la même chose que le gouvernement actuel ou ça aurait été une différence quand même? Vous savez, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup parce que justement on est tellement occupé par toute cette mascarade, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, qui licencient, qui mettent la clé sous la porte. Je pense à ce qui se passe dans le groupe Valeo. Il y a 1000 salariés, Bonduelle, etc. Eh bien, ces travailleurs qui sont menacés d'être mis dehors, est-ce qu'ils auraient été sauvés par un gouvernement de gauche? Eh bien, moi, je pense pas. Je ne le pense pas. Parce que, pouvez-vous me citer un gouvernement de gauche qui ait empêché des suppressions d'emplois et des fermetures d'usines? Non, il y en a pas. Un gouvernement de gauche qui est forcé, qui est contraint le patronat à augmenter les salaires, il n'y en a pas. Augmenter des assurances chômage qui sont une façon aussi d'amortir les licenciements que vous évoquez, qui sont le fruit du jeu économique, jeu que vous contestez par ailleurs, du jeu capitaliste. Mais c'est pas un jeu. Non, mais... Vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est pas un jeu. C'est ça le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des millions de salariés, d'ouvriers, d'aides à domicile, de femmes de ménage qui, tout en travaillant, ont la peur au ventre. Voilà, ont la peur au ventre de perdre leur boulot, de ne pas réussir à boucler les fins de mois. Et ça, c'est l'avis de plusieurs dizaines de millions de travailleurs dans le pays. Quand je vous parle de Valeo, quand je vous parle de MA France, l'entreprise qui a à Aulnay, qui dépend de Stellantis et qui va être fermée, je pense à des travailleurs qui ont 40 ans, 45 ans, qui ont laissé leur santé au boulot, qui ont des fois 20 ans, 30 ans, et on va leur dire, là maintenant, voilà, on te jette. Voilà, c'est vraiment, voilà, ils sont considérés comme des pions. Des pions qu'on achète, qu'on déplace et puis qu'on jette quand on n'en a plus besoin. C'est ça, la société. Et vous savez, face à ça, moi, ce que je sais, c'est que les travailleurs, ils se retrouvent la plupart du temps seuls. Et ils peuvent pas compter sur les gouvernements, même quand ils ont une petite couleur de gauche. Alors, justement, vous parlez de la gauche. On apprend ce matin que Sophia Chikirou, la députée insoumise de Paris, a été mise en examen pour escroquerie aggravée dans l'affaire sur les comptes de campagne 2017 du candidat, donc Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, dont elle est proche. Une première réaction à ça? Non, mais ça... De toute façon, ils vont s'en balancer des pots de banane, les uns, les autres, c'est pas seulement une etc., peau de banane, quand même, etc. Mise en examen.
Oui, bon, écoutez, d'autant plus. Moi, je suis pas juge, je sais pas ce qui s'est passé, et je vais vous dire, en gros, c'est quand même pas tellement mon problème, encore une fois. Non, mon problème, c'est que là, on se retrouve face à une offensive patronale qui est très brutale dans un grand nombre d'entreprises, et on se retrouve avec un gouvernement qui, en effet, va l'aider et qui va nous faire tomber des coups dessus. Donc moi, je crois qu'il faut, et tout notre combat à nous, lutte ouvrière, c'est précisément de construire un parti de travailleuses et de travailleurs qui aident le monde du travail, à s'organiser et à se défendre contre tout cela, et qui se laisse pas, qui ne marche pas dans tout ce baratin de on va changer les ministres, on va faire ci, on va faire ça, parce qu'en réalité, voilà, pour le monde du travail, jamais. Voilà, rien ne change jamais. Alors que la société, elle est très riche. Elle est très, très riche, la société. En l'occurrence, les ministres ont changé. Pour le coup, nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déjà endossé son rôle de premier flic de France. Il défend les forces de l'ordre. Ce matin, il a annoncé d'ailleurs attaquer un député insoumis. C'était sur CNews. Écoutez. Toutes celles et ceux qui mettent une cible dans le dos de nos policiers, de nos gendarmes, me trouveront en travers de leur route. Un exemple très concret. Un député. Monsieur Raphaël Arnaud, qui est par ailleurs fiché S, un insoumis, fait il y a 2 jours un tweet. Je vais vous lire simplement le début du tweet. Assassinat de Canaque par les forces policières envoyées spécialement à 17 000 kilomètres. Dans la journée, je saisirai le procureur de la République. Ça signifie que je porterai plainte. Assassinat de Canaque, c'est une expression que vous auriez pu employer par la police ? Je pense que là, la police a tué. Alors d'ailleurs, j'ai même plus le chiffre. Combien? 8, 10 jeunes Canaques. Vous avez peut-être le chiffre. Assassinat, c'est prémédité. Voilà. Donc meurtre. Oui, mais en tout cas, la police a tué. C'est dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Et ça a été une politique, alors là vraiment consciente de la part du gouvernement et de la part d'Emmanuel Macron de mettre de l'huile sur le feu avec cette fameuse loi. Exactement. Donc les mots de Raphaël Arnaud, assassinat de Canaque. Non mais le plus important, c'est ce qui se passe quand même en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes et le plus important, vous considérez que c'est une domination coloniale de la part de l'État français, ça y a pas. On connaît vos positions là-dessus. Non. Et vous soutenez le combat Canaque. Vous les connaissez peut-être, mais ceux qui nous écoutent les connaissent peut-être pas. Mais est-ce que vous parliez quand même d'assassinat de Canaque qui a collé au fait d'envoyer des policiers en Nouvelle-Calédonie pour assurer juste le maintien de l'ordre? Mais la question, c'est qu'est-ce que fait l'armée française là-bas? Qu'est-ce que fait la France même là-bas? Il faut que ce soit la population de Nouvelle-Calédonie, qui décide de son sort, qui décide si elle veut effectivement avoir l'indépendance ou si elle veut être attachée à la France. Mais ça doit être au Kanak de le décider. Voilà. Donc ça, à partir du moment où, au contraire, on a une puissance coloniale qui agit effectivement, mais comme vraiment, c'est exactement comme se conduisait la France en Algérie, y compris ils ont emprisonné des militants et des dirigeants Kanak, ils les ont enfermés là en prison. Il y a eu quand même 3 référendums en ici à 17 000 kilomètres. Il y a eu 3 référendums. Oui, mais vous savez très bien que il y avait ce désaccord de fond, c'est-à-dire de ne pas accepter que les voix Kanak soient noyées dans les habitants qui arrivent de métropole, et que ils voulaient conserver la possibilité d'avoir leur mot à dire, tout simplement, et c'est bien naturel. Donc cette situation-là qui est catastrophique, en effet, parce que là, la crise politique, sociale, économique, elle est en train de ravager en fait la Nouvelle-Calédonie. Et le drame, si vous voulez, c'est que moi je suis convaincue que les deux peuples, ils peuvent parfaitement vivre ensemble. Ils peuvent parfaitement vivre ensemble. Mais le problème, c'est que le gouvernement, depuis le début, il a une politique de faire venir une population blanche pour qu'elle prenne le pouvoir, et pour qu'elle impose les intérêts des trusts du nickel. Qui vit depuis presque une centaine d'années en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi des populations qui viennent d'Asie, et il n'y a pas une volonté du gouvernement d'amener des Blancs en Nouvelle-Calédonie. Ça a été une volonté, et y compris vous retrouverez certaines déclarations des dirigeants français de blanchir la Nouvelle-Calédonie. Je reprends les termes de ces dirigeants, au 19e siècle, d'accord. Mais on est dans cette continuité-là. Et encore une fois, et c'est ça le drame, c'est qu'ils pourraient parfaitement vivre côte à côte, et en réalité, c'est cette politique-là coloniale qui l'empêche. Merci beaucoup Nathalie Arthaud d'avoir été avec nous sur France Info. Merci à vous.